Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est réunis avec Stan et aujourd'hui la question elle est assez coriace, c'est une petite projection. Stan, j'espère que tout roule pour toi, que tu as sorti ta meilleure boule de cristal là parce qu'on s'apprête à faire un petit exercice de divination qui va être très cool. Mais ouais, j'espère que tout va bien pour toi et que tu es en forme. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Ah, mec, tranquille, hein, moi je sais pas dans quel délire. En fait, Ouais. qu'est-ce qui t'a piqué cette semaine en fait pour que tu sois là être dans des projections du futur? Nous, on est là déjà en train de... Déjà, on a des problèmes à savoir qu'est-ce qui va se passer durant ce mercato. Tu vois, le gars, il m'envoie un message pour me dire ouais, Stan, moi cette semaine, j'ai envie de parler de ce qui va se passer dans 7-8 ans. Nostradamus. Ouais, on se projette un peu, on se projette un peu, mais il y a des trucs à dire. En fait, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Peut-être que je réfléchissais. Ouais, j'ai posé une question sur Twitter en mode les demi-finalistes de Ligue des Champions de l'année prochaine, qui est-ce que ce sera? Parfois, j'essaie de réfléchir à des petites questions comme ça, et quand on regarde celle de cette année, je pense pas grand monde aurait prédit que ce serait ça cette saison-ci. Donc, bref. Petit exercice de projection et pour rendre le truc un peu plus épicé et comme on est vraiment sur un sujet assez freestyle là, j'ai pas préparé grand chose. Disons que l'idée avec Stan, on s'est dit, ce serait chacun prépare genre 3-4 questions ou 4-5 questions ou quoi, qui pose à l'autre. Et comme ça, on réfléchit un petit peu en live et on improvise un petit peu. Mais il y a des trucs sympas. Peut-être déjà, on peut commencer par une petite intro sur où est-ce qu'on en était il y a 7 ans. Parce que donc 2030, c'est dans 7 ans. Il y a 7 ans, où est-ce qu'on était? On finissait la saison 2015-2016 et moi j'ai été choqué à quel point il y a des choses qui ont quand même bien changé. Cette année, ça semble pas beaucoup, mais dans le monde du foot, je sais pas, par exemple, on finit la saison 2015-2016, bah, le champion d'Angleterre c'est Leicester. Ok, ça n'a pas été suivi de grand chose, c'est un épiphénomène. Mais par exemple, en première ligue aussi, Guardiola avait pas encore entraîné un seul match de Man City. Il venait de finir avec le Bayern, il arrivait sur le banc de City au début de la saison 2016-2017. Donc ça, c'est quand même une première ligue qui est très différente de celle qu'on connaissait. Messi venait d'annoncer, qu'est-ce qu'il venait d'annoncer en 2016, Messi? Sa retraite internationale. Sa Oui, retraite oui. internationale. C'était la Copa América là, non? Exactement, la deuxième qui perd contre le Chili, la deuxième en 2 années, les deux au tir au but. Donc vraiment, c'est le drame argentin. Copa América du Centenario, je voilà. pense, celle aux États-Unis, il me semble. Exactement, c'est exactement ça. Et derrière, le mec est dévasté, annonce sa retraite internationale, donc c'est en juin, un truc comme ça. Et bon, bah voilà, 7 ans plus tard, on se retrouve, il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, l'histoire a bien fini, mais c'est quand même assez spécial ça. Ronaldo, de son côté, lui, bah pas de problème, 2016, c'est peut-être, l'été 2016, c'est peut-être le pic de sa life, le mec, hein. Il vient de faire le doublé Ligue des Champions Euro, donc lui, c'est un truc totalement différent. Mais c'est dingue de se dire que voilà, là, 7 ans plus tard, bah, Messi il a gagné la Coupe du Monde, mais aussi les deux, ça se trouve, on se reparle dans quelques semaines, les deux, c'est les têtes d'affiche du championnat saoudien. Donc c'est allé assez vite aussi, assez vite de ce point de vue-là. Mais Willou, tu vas regarder finalement, parce que toi tu faisais le malin là, parce que là il faut que je dise aux gens. Willou il faisait le malin, il m'a dit lui, regarde Comme pas souvent, le championnat saoudien, Cristiano ça l'intéresse pas. Bon là maintenant, quand même super classico, Cristiano contre Messi, tu vas regarder ou pas? En vrai, mec, je pense pas, mais justement, j'allais te poser la question, j'allais te dire, toi, tu vas être hyper chaud déjà que tu es devenu un expert du championnat saoudien là sur les derniers mois. Maintenant, c'est your league, quoi. Pour toi, maintenant, il y a Première Ligue, Liga, NBA et Voilà. championnat saoudien, quoi. C'est ton Big Four, quoi. Ouais, je suis foutu. Ouais, non, écoute, bah, hâte de voir tes analyses de la Saudi Pro League, mais en attendant, voilà où était Cristiano Ronaldo en 2016. Donc, il s'est passé pas mal de choses. Mec, en 2016, on n'avait pas l'arbitrage vidéo. Clair et net, on n'avait pas encore la VAR. Il n'y avait pas eu encore un seul match de foot qui avait été arbitré avec arbitrage vidéo. Si on parle de transfert aussi, parce que fin de saison 2015-2016, on arrive sur le mercato d'été, bah ça va être un mercato record avec le plus gros transfert de l'histoire jusqu'alors, c'est Paul Pogba. Pogba qui quitte la Juve où il est au summum de sa carrière, peut-être il est en train de jouer le meilleur foot qu'il ait jamais joué de sa carrière en club et qu'il jouera ever parce que derrière on sait comment ça va finir, mais il signe donc de la Juve, il retourne à United pour 105-110 millions d'euros, un truc comme ça. À l'époque, le transfert donc record du monde. Et ouais, bah 2016, évidemment, c'est une époque où l'équipe de France avait qu'une seule étoile. C'est une époque où le Sénégal n'avait pas encore gagné la Coupe d'Afrique. Et c'est aussi une époque où
aucune de nos chaînes YouTube n'existait. Donc vraiment, vraiment une période sombre pour le foot. Je me demande ce que les gens faisaient après les matchs. Mais voilà, grosso modo, où on en était en 2016. Donc ouais, tu vois, 7 ans, il se passe des trucs quand même. Mais c'est incroyable, franchement, tu as très bien résumé ça. Moi, je trouve que, non, franchement, il n'y a rien à dire. Quand tu as dit Pogba, ça m'a rappelé encore cette annonce Manchester United et tout. Il y a José Mourinho qui arrive aussi, non, je pense, en même temps, le même été. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai, hein. Mais c'est incroyable, il s'est passé énormément de choses durant ces 7 dernières années. Moi, je me rappelle en 2016, alors moi, je gradue de l'université en 2013, c'est ça, juin 2013. Donc, du coup, je commence à travailler en janvier 2014. Et en 2016, moi, ça fait peut-être, j'avais eu l'occasion de raconter cet épisode-là rapidement, je reviendrai peut-être là-dessus un jour beaucoup plus en détail, mais j'ai eu un petit accident de voiture en 2015. Et donc, moi, en 2016, j'étais en convalescence, tu vois. Et l'idée, en fait, de créer les Outsiders, de venir parler et tout, elle se crée réellement durant l'Euro 2016, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que quand tu as parlé tout à l'heure, ça m'a fait quelques petits frissons. Tu vois, c'est ça ton problème. Toi, déjà, la semaine passée, tu faisais le psychologue, on t'a rien demandé, tu m'as fatigué ici avec Arsenal. Maintenant, tu viens ici, je dis bien, ressortir des sentiments. Non, c'est vrai, parce que je me rappelle très bien, moi, je suis allé voir la demi-finale de l'Euro 2016, France-Allemagne, à Marseille, au Vélodrome. C'était un de mes premiers grands matchs, en fait. Franchement, mis à part tous les grands matchs du Sénégal que le Sénégal a eu l'occasion de jouer, c'était vraiment un de mes premiers grands matchs internationaux, tu vois. Et c'est arrivé super tard dans ma vie, entre guillemets, on peut dire. Et à ce moment-là, je regarde et je me dis, non, c'est trop beau, en fait, le football. J'ai dit, moi, c'est ça que j'aimerais faire dans ma vie. Je sais pas, aller regarder des matchs de foot et puis en parler. Et j'en parle à mon beau-frère et puis il me fait, et puis mes amis et tout, ils me font, ouais, mais écoute, tu devrais créer une chaîne. Et je pense que c'est en octobre 2016, que je je crois fin septembre 2016. Si je suis allé checker du côté de ta chaîne pour être factuel. Et il me semble que exactement. Donc, c'est pour dire à quel point, effectivement, les années sont passées. Et pour moi, tu as fait un très, très bon résumé. Puis aujourd'hui, on en est là. Et non, franchement, il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant, il va se passer quoi en 2030? C'est ça le problème. Voilà, exactement. C'est ça le gros problème, en fait. Tu vois, moi, tu m'as dit de préparer des questions. Alors, mon gars, moi, je suis prêt. Et d'ailleurs, en passant, j'ai envie d'aller directement dans le vif du sujet. Tu as parlé de la Première Ligue, tu vois. Moi, je vois l'évolution du football aujourd'hui. Tu as parlé de la Première Ligue tout à l'heure. Elle a beaucoup changé, c'est vrai. En 7 ans, on est passé de Leicester champion à un Guardiola qui arrive. La première année, tranquille, posé, il prend ses repères. Dès la deuxième année, c'est fini, c'est réglé. Ça devient son championnat, c'est lui qui domine. On a eu, je dis bien, un Jürgen Klopp qui lui aussi a essayé de lui faire une certaine concurrence. Une Première Ligue qui, chaque année, devient de plus en plus compétitive, en fait. On est passé d'un top 4 à un top 6 et maintenant on te parle presque, je dis bien, d'un top 8, d'un top 9 parce que tu te dis en fait finalement ce championnat ne se joue pas à grand chose vu qu'on voit que les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 places peuvent toujours se battre, je dis bien, pour des places en Ligue des Champions. Ma question elle est simple, c'est de dire en 2030 on parle beaucoup de Super League, ça c'est entre différents clubs de différents championnats, mais moi je pense que la Première Ligue à elle toute seule en fait va devenir en fait la Super League européenne aujourd'hui. Je me dis ce championnat là, la manière à laquelle ils sont en train de partir, la manière à laquelle ils ont de l'argent, la manière à laquelle je dis bien le championnat il est compétitif. Je regarde aujourd'hui Brighton, je regarde aujourd'hui Brentford, je regarde tous ces clubs-là, ils font assez d'argent aujourd'hui dans le championnat, ils sont capables avec une manière très structurée de bien dépenser cet argent-là et ça on le voit. Il y a certains clubs qui, s'ils avaient l'argent de la Première Ligue, n'auraient pas agi à mon humble avis peut-être d'une manière aussi réfléchie. Quand tu vois le travail qui est fait à Brighton durant toutes ces années, tu vois que eux en fait ils aspirent à essayer de pousser et de venir titiller peut-être cette 6e, cette 5e place, cette 4e place. Donc moi je me projette dans les années futures en me disant que ce championnat-là devient de plus en plus dur et je me dis, je pense que dans 7 ans, la Première Ligue devient à elle toute seule une Super Ligue et les autres championnats pour moi auront un problème et c'est là où vient ma question. Comment s'en sortent les autres championnats? Le Barça, je parle des gros clubs, le Barça, le Real, le Bayern, les gros clubs italiens qui aujourd'hui encore attirent des joueurs grâce à leur standing. Bellingham, il va au Real, peut-être pourquoi? Parce que c'est le Real, on est d'accord. Mais dans quelques années, il se pourrait que ce championnat se suffise à lui tout seul. Bref, c'est assez complexe, hein. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, non, totalement. Ça me fait penser un peu quelle serait la reconfiguration de l'échiquier du foot européen. Si la Première Ligue continue à avoir cette ascension, et tu as totalement raison quand tu parles de Super League, dans le sens où, pour moi, là où la Première Ligue, elle me fait penser grave à la NBA, c'est que c'est le produit qui est plus fort que tout, et n'importe quel club a des joueurs intéressants. C'est pareil en NBA, n'importe quel club a 1 ou 2 joueurs sur lesquels tu as envie de surveiller,
qui sont un peu des stars ou des stars à leur niveau, bah, en Première Ligue, tu regardes les derniers de championnat, même, bah voilà, justement, quand on parle de l'évolution depuis 2016, Leicester, ils étaient champions, aujourd'hui, ils sont 18e, mais c'est pas grave, il y a quand même des joueurs que tu as grave envie de voir, et James Maddison, qui est un top joueur, donc, en fait, ça, pour moi, c'est... Ouais, voilà, ça, c'est le côté Première Ligue. Ça, c'est le côté Première Ligue où il y a des histoires, il y a genre des gros publics à chaque match aussi, parce que ça bouillonne, parce que c'est le foot anglais, et il y a des top joueurs, et il y a des dizaines de millions d'euros qui sont dépensés à chaque fois. En Première Ligue, aujourd'hui, si tu fais un mercato pour n'importe quel club, si tu fais un mercato à moins de 70-80 millions d'euros de dépenses, c'est un très petit mercato, Alors qu'aujourd'hui, en France, en Ligue 1, combien de clubs peuvent dépenser 70-80 millions d'euros sur un mercato ? Peut-être 4 ou 5. Donc elle est là la différence, et effectivement par rapport à ta question, à quoi ressemblera l'échiquier européen au prisme d'un foot anglais qui l'écrase peut-être tellement, et est-ce qu'on pourrait avoir un système un peu, une sorte d'alliage et d'alliance des autres ligues face à la puissance de la super première ligue anglaise, et genre... tu vois, par exemple, aux Pays-Bas et en Belgique, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on ne fusionne pas les deux championnats pour avoir une Beneliga plus puissante qui peut peut-être réfléchir à intégrer le top 5 ou le... Voilà. C'est vrai que... est-ce que demain, on n'a pas une fusion, peut-être à la place de la Super League, du coup, on n'a pas quelque part le championnat espagnol et italien, par exemple, qui se rapprochent vachement où les 4, Espagne, Italie, Allemagne, France, face à la Première Ligue, il y a un côté un peu West Coast contre East Coast, Europe du Nord versus Europe du Sud, bon, je sais pas, mais en tout cas c'est très très intéressant de se poser la question. La réalité, je pense que ça sera souvent le cas sur cette vidéo, j'ai pas vraiment de grosses réponses à apporter, on verra, mais la question est fascinante. À quoi ressemblera l'échiquier du foot européen, notamment parce que la Première Ligue, ouais, t'as raison, est en train de vachement exploser. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Bah, tu sais, moi, par rapport à ce que tu as dit là, tout de suite, quelque chose qui est très pertinent, c'est la capacité que tu as à vendre ton championnat. Aujourd'hui, à la fin de la journée, on est là, on parle de football souvent. Moi, j'ai dit, on fait des débriefs. Comme je dis à chaque fois, un débrief, il y a un aspect entertainment. On vient, on fait des blagues, on rigole, on parle du football, tu vois. C'est à la fin du match tranquille. C'est comme si c'était une discussion entre potes, tu vois. Chacun son truc. Willou, c'est le professeur, il vient, il t'apprend les choses. Moi, je viens, je te dis certaines choses, des vérités, comme ton tonton au quartier. Chacun a son style, je dis bien, il n'y a aucun problème. Cependant, aujourd'hui, quand on s'assoit froidement, moi je regarde et je dis mais attends, en termes d'évolution, il n'y a personne qui évolue comme le championnat anglais. Et ça, c'est une réalité en fait. Il n'y a aucun championnat qui se vend comme le championnat anglais. Il n'y a personne, je dis bien, qui a cette capacité de pouvoir mettre des... Mais regarde aujourd'hui les studios qu'ils ont, regarde les équipes qu'ils ont, la capacité de pouvoir en Angleterre, en pleine saison, d'inviter des joueurs du championnat, venir commenter des matchs, les Antonio, les Dan Burns. Je les ai tous vus cette saison sur les plateaux de Première Ligue à côté des Alan Shearer et des Ian Wright. Donc aujourd'hui, tu as une manière de vendre ton championnat qui est super intéressante. Et aussi, tu as créé aussi tout plein de petites équipes qui sont très puissantes. Je suis désolé, Southampton est dernier, mais Southampton a un effectif trop chaud. Ouais, c'est clair. Bella Kotchap, Roméo Lavia. Comment il s'appelle l'autre boy là dont je parlais, Salissou. Mais ils ont trop de bons joueurs en fait. Tu vas là-bas, tu te sers sans aucun... C'est pour dire. Donc, quand on regarde ça, moi, je dis, OK, donc eux, ils ont effectivement créé, comme tu as dit, une ligue fermée. La vérité, elle est là. On ne veut pas nous le dire. Peut-être qu'on ne le verra pas réellement, mais pour moi, je considère la Première Ligue presque comme une ligue fermée parce que c'est une ligue qui est, je dis bien, exclusive. Tout le monde est au top. Tout le monde a de l'argent. Tout le monde peut se battre. Et ça se vend tellement bien. On est là en train de rigoler. Dans 7 ans, Ryan Reynolds, ce bandit là avec Sam, ouais, bien sûr. Ils arrivent en Première Ligue. Pas mal. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ouais, non, ça, ce qu'ils font là en ce moment, il n'y a personne qui le fait. Ouais. C'est pour ça que moi je regarde, je me dis, en fait, c'est bien beau d'être là à rigoler avec tout le monde. Moi, je suis bien content de l'aura du Barça, du Real, de tous ces clubs-là, etc., du Bayern et tout. Mais faites attention aux autres parce que les autres, ils sont solides, ils sont solidaires. Les gars ont voulu faire Super League, ils ont voulu partir. La Première Ligue est venue et leur a dit, si vous partez, je vous exclue. Ils sont tous revenus. Ils se sont tous rassis. Tous tranquilles, ils ont discuté avec les gars. La puissance de championnat, là, pour moi, est à un autre niveau. Et c'est pour ça que moi, je me dis, je pense qu'on part sur une suprématie, un tout petit peu une domination. Maintenant, il y a toujours un équilibre qui peut se créer. Hein. On est là en train d'évoquer le futur. On ne sait pas ce qui va se passer, mais moi, je sens des choses et je pense que les autres devraient s'en inspirer ou essayer peut-être de s'allier. Comme tu as dit, c'est très pertinent pour moi, essayer de s'allier, créer des puissances ensemble. Parce que
C'est fort, c'est vraiment très fort. Franchement, en Angleterre, ce qu'ils réussissent à faire, c'est fort. Ok, bah écoute, justement, pour finir sur la Première Ligue, peut-être, je ne sais pas si tu auras d'autres questions, mais moi, il y en avait une de mes 4-5. Elle est assez straightforward. Tu vas me dire ce que tu en penses. En 2030, quel sera le top 4 de Première Ligue? On voit qu'il y a déjà des petites recompositions. Ça a déjà changé sur les dernières années, mais avec souvent les 6 mêmes clubs qui reviennent. Vas-y, lance-toi ton top 4 de Première Ligue, fin de la saison 2029-2030. Bon, ben, je pense que déjà, Arsenal, Arsenal fera partie. Ouais. Tu vois, moi-même, même ma gorge, elle m'a trahi. J'ai commencé à parler d'Arsenal, ma gorge, elle m'a fait... Ils peuvent faire partie à la calme-toi. 4e place, classique Arsenal. Mais voilà, quand même, franchement, je pense que là, on rentre dans le top 4. Si la tendance se maintient, on est sorti pendant près de 7 ans. On va rester au moins 7 ans quand même. On va se gérer. Normalement, je pense 7 ans sans Ligue des Champions. Maintenant, 7 ans avec Ligue des Champions. Je pense que Arsenal sera là. Je pense aussi qu'en termes d'évolution, on va voir comment ça va se vendre. Mais je pense que Manchester United sera toujours là. En fait, c'est un club qui, je ne m'inquiète pas trop pour eux. Pour être honnête, je m'inquiète beaucoup pour Chelsea parce que le football évolue très très vite en fait et tu n'as pas envie, on en a parlé la dernière fois, d'avoir beaucoup de joueurs dans ton effectif et beaucoup de joueurs mécontents. C'est important aujourd'hui d'avoir un effectif qui est soudé pour avancer, qu'on le veuille ou non. Et donc moi je m'inquiète quand même pour Chelsea, donc je les mettrai peut-être pas dans mon top 4. Et après, quand je regarde ce championnat-là, j'ai envie de dire que bon, Manchester City, je ne m'inquiète pas pour eux, vu l'évolution, la structure et tout, je pense que ça va rester assez constant au courant des prochaines années. Donc j'ai mis Arsenal, j'ai mis Manchester United, j'ai mis Manchester City. Après, pour la 4e place, ça se joue quand même assez serré parce que tu as envie de mettre Liverpool parce que tu te dis, bon, quand même, Klopp, il va normalement, avant de partir, reconstruire une équipe compétitive et tout. Cependant, moi, je pense qu'il y a un outsider qui va rentrer dans ce groupe-là. Je ne sais pas c'est lequel, mais il y a une des petites équipes. Je pense que Brighton, c'est assez logique. La dernière fois, j'ai écouté, ils ont perdu face à Everton, mais avant ça, ils ont gagné face à United. Et donc, du coup, ils ont fait une émission spéciale Première Ligue avec le chairman de Brighton, tu vois, le président, machin, etc., le président des opérations et tout. Le gars, il vient, il parle, mais quand il parle, hein, moi, j'ai écouté le gars, quoi. Et comme j'ai dit souvent, quoi, je dis, moi, quand j'écoute quelqu'un, je veux à peu près savoir si c'est un tocard ou pas. Mais lui, c'est pas un tocard. En fait, lui, la manière à laquelle il a parlé, la manière à laquelle il nous a expliqué le processus, l'anticipation qu'ils font. Mais Brighton, on est là en train de parler cet été, peut-être ils vont perdre 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais ils ont perdu Bissouma. Ils ont perdu je ne sais plus qui d'autre, ils ont perdu des top players en fait durant ces dernières années. À chaque fois, en fait, et à chaque fois ils se voilà. Et à chaque fois ils se renouvellent sans aucun problème. De Zerbi, ils avaient anticipé. Le gars me dit que lui, De Zerbi, il le suit depuis près de 4 ans. Il dit qu'on connaît très bien De Zerbi, on savait très bien ce qu'il faisait. Il a dit que son meilleur travail même c'était au Shakhtar, machin. Il explique les affaires. Tu es là, tu te dis ok, ça c'est des gars qui sont dans l'anticipation. Il a dit que lui, même son poste à lui, ils savent déjà qui va le remplacer. C'est que là où je me suis dit non, le tonton là en fait, lui, il faut faire attention à lui. Donc c'est pour dire, je pense que quand on parle de cette Super Ligue-là du futur, moi je pense qu'il y a pas mal de clubs qui peuvent venir, mais bon, je ne mouillerai pas pour le 4e, mais je pense que Arsenal, City et United, c'est 3 clubs qui normalement en 2030 devraient encore être là. Ok, pas mal. Moi, mon top 4, c'est j'enlève Man City et j'enlève Liverpool. En fait, je me dis qu'ils ont tellement dominé avec Guardiola Klopp et dans 7 ans, Guardiola, il aura 59 ans. Moi, j'ai souvent entendu parler Guardiola dire « Oh, c'est peut-être une de mes dernières saisons et tout ». Pour moi, il n'y a rien qui me dit que Guardiola, à 59 ans, il sera encore un entraîneur de foot. Et Klopp, il aura 63. Je trouve qu'il commence déjà à un peu prendre de l'âge. On voit qu'il a été très éprouvé par cette saison. Pareil, je ne le vois pas faire 7 ans de plus, en tout cas pas en club, peut-être pas à Liverpool. Et je me dis, des clubs qui ont été aussi dépendants d'un entraîneur figure forte, figure de proue du projet, qui les a tellement amenés haut, ça me fait un peu penser au United, toute proportion gardée, mais au United post-Ferguson. Et City-Liverpool, ouais, moi je les sors de mon top 4 aussi parce qu'il y a beaucoup de compétition, de concurrence. Et bref, je me suis... voilà, on verra, rendez-vous dans 7 ans, hein, on verra. Mais mon top 4 de Premier League 2030, c'est United champion, parce que je pense que United... Carrément, toi tu as dit champion. Moi je les ai fait dans l'ordre, je me mouille totalement. Et je mets United champion parce que, bon déjà ils vont peut-être être rachetés cet été, avoir encore plus d'argent. Je crois que financièrement, le club il reste très très attractif pour des investisseurs. Et peut-être que c'est their time, voilà, le foot c'est des cycles. On verra. United, je mets 2e Newcastle parce que eux aussi, niveau argent
et stabilité, croissance du projet, je pense qu'ils peuvent passer encore 2 ou 3 vitesses supplémentaires. Finalement, quand on regarde, c'est intéressant parce que City, il y a 7 ans, ils avaient déjà été champions, oui, c'est vrai, une fois, mais si tu remontes encore quelques années en plus, c'était un club qui sortait de nulle part, un peu comme Newcastle, limite moins que Newcastle. Limite, j'avais même oublié Newcastle. Plus d'histoire. J'avais oublié les Saoudiens là, c'est vrai, c'est vrai. Donc franchement, les petits Magpies, deuxième pour moi. Troisième, Chelsea, parce que je pense que la page Todd Boehly sera tournée. Alors après, peut-être que Mudryk et Enzo Fernandez seront encore au club en 2030, parce que leur contrat, il est quoi, jusqu'en 2031, donc tranquille. Mais non, je pense qu'ils auront suffisamment de surface financière. Et si je dois me projeter, je pense qu'ils auront les ressources. Et ils sont souvent, en vrai, dans le top 4, malgré les périodes d'instabilité. Ils y retournent un petit peu tout le temps. Donc Chelsea est 4e Arsenal, parce que c'est leur place, après tout. Et effectivement, je pense qu'ils sont quand même sur la pente ascendante, mais c'était aussi pour te charrier un peu. Bref, c'est mon top 4. City sans Guardiola, Liverpool sans Klopp. Attention. Et du coup, si je peux me permettre rapidement, parenthèse, pour moi, City, pourquoi je les garde, c'est parce que je pense qu'avec Guardiola, il travaille déjà sur son legacy, en fait. Tu vois, le City Group, machin, les différents clubs à travers le monde, même la manière à laquelle ces clubs-là sont coachés, on voit les gars à Girona et tout, on les voit à New York. Je pense qu'il y a toute une structure qui a été faite. Moi, je sais, c'est Pep là. Pep, c'est pour ça que moi, je me méfie de lui, parce que comme je dis, il overthink, et je me dis, il pense à son legacy, il a peut-être déjà pensé à son successeur, en fait, donc je ne sais pas, mais effectivement, on ne sait jamais. Liverpool, je m'inquiète plus pour eux parce que ça ressemble vraiment à peut-être Ferguson. Oui, tu domines pendant très longtemps, mais peut-être que si tu pars après, ça revient tout un changement. Donc, il y a quelque chose là-bas qui fait une différence, mais on va voir dans le futur ce que ça va donner. C'est vrai que Liverpool, en plus, quand on parle, eux, autour du ownership, il y a un peu des questions en ce moment, alors que City, tu as raison, avec Guardiola, qui a été un peu architecte, ils ont vraiment bâti quelque chose de plus complet. Ouais. C'est vrai, le City Football Group, j'y pensais un petit peu moins. Donc, écoute, du coup, peut-être City 4e à la place d'Arsenal. Non, du coup, la question avec laquelle je voulais enchaîner, c'est justement quand on parle d'une ère qui est potentiellement sans Guardiola, sans Klopp, qui seront les grands entraîneurs, les meilleurs entraîneurs du plateau, ceux que tout le monde s'arrache, ceux qui gagnent les distinctions, les grands entraîneurs de 2030, parce que, comme on a dit, Guardiola, il aura 59, Klopp, il aura 63, Ancelotti, il aura 70. Ancelotti, je pense, il entraînera plus, Simeone, 60. Bref, je pense que la génération là qu'on a connue et qui est un peu celle qui rythme le football européen, la Première Ligue, etc., je pense qu'en 2030, ce sera un peu mis de côté. Et du coup, voilà, moi j'ai préparé 2-3 trucs sur cette question pour le coup, mais pour toi, qui seront les top coachs ? Ah, là, on est en total impro, donc effectivement, déjà, moi, je balance mon gars Arteta, c'est sûr et certain, vu la manière à laquelle il a travaillé, l'évolution, je pense que je ne m'inquiète pas. Hein. Moi, je pense qu'Arteta, un jour, il va finir au Barça. Je ne sais pas pourquoi, c'est un feeling que j'ai. D'ailleurs, on parle de 2030 comme ça pour rigoler. Moi, je dis Arteta, peut-être 2027, parce que moi, il me doit une Première Ligue et une Champions League. Moi, c'est le minimum requis, quoi. C'est ce qu'il me doit avant de partir. Mais dès qu'il a atteint ça, il peut partir où il veut, donc je me dis, je pense Arteta. De Zerbi est un coach que j'apprécie énormément. En fait, il est trop... Il a un caractère, il est trop smart en fait. Moi, à chaque fois que en fait, tout est une question de moi, quand je t'entends parler, c'est quoi mon feeling? Moi, je suis comme ça, c'est comme ça que je réagis dans ma vie, c'est comme ça que je réagis de nature. Donc, quand j'écoute le gars parler, je me dis non, toi, il y a beaucoup de choses qui tournent dans ta tête et ça m'intéresse. Donc, je pense que ça sera un coach qui fera partie de ces grands coachs-là dans les prochaines années. Là, ça en fait 2. Tu regardes un tout petit peu, en Angleterre, j'ai eu beaucoup de tocards quand même qui ont tenté leur chance. Lampard, Gerrard, machin, tout ça, là, hop là, on les a virés rapidement. On va voir. Est-ce qu'ils vont revenir et tout. En Allemagne, je sais qu'ils ont beaucoup de jeunes coachs assez pertinents. Je suis sûr peut-être que tu en as un peut-être dans ta liste, je ne sais pas. Mais, Edin Terzic, par exemple, à Dortmund, qui a que 40 ans. Tu vois, de Nagelsmann, je pense aussi, 35, il fera partie peut-être, il fera partie de ces grands coachs du futur là, parce que c'est quelqu'un qui très très jeune aura fait des erreurs, très très jeune va apprendre et rapidement va, j'ai envie de dire, sa personnalité va peut-être plus cadrer avec certains vétérans dans certains vestiaires et tout. Il a plein de choses à apprendre, le Nagelsmann, malgré tout son talent. Donc, moi j'ai envie de dire ça, hein, c'est vraiment eux que je vois. Pas mal, je te l'ai dit.
dernière fois, pour le fun, on en discutait comme ça, je vais le balancer aujourd'hui, mais moi je t'ai dit, 2030, coach de l'équipe de France, c'est Hervé Renard. Donc, Hervé Renard, lui, dès qu'il a fini de gagner la Coupe du Monde avec les féminines, là, et puis les Jeux Olympiques, il va venir aller chercher l'équipe de France. Donc, je sais pas, moi, pour moi, il y a pas mal de... Il y a des profils intéressants, mais ouais, c'est ce que je... Pas mal. Écoute, moi, déjà, on note ton prono Hervé Renard, coach des Bleus en 2030. C'est très osé. Et écoute, rendez-vous dans 7 ans. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu les différentes catégories, parce que effectivement, tu as tout de suite le premier qui est sorti pour toi, c'est Arteta, et je comprends totalement, parce qu'aujourd'hui, je dirais, il y a... quand on se projette sur les coachs de 2030, pour moi, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont déjà un peu des stars aujourd'hui. Donc Arteta, il en fait partie. Nagelsmann, il en fait partie. Je mettrais Tuchel aussi, qui a que 49 ans. Donc c'est des gars qui peuvent être les grands entraîneurs de demain. Ten Hag aussi, carrément. Ensuite, il y a la catégorie de ceux qui sont un peu le futur point d'interrogation. Donc, beaucoup plus le futur que des Lampard, même Gerrard, etc. Mais ils montrent de belles choses, mais c'est encore assez jeune. Et bref, ils ont toute leur carrière devant eux et peut-être qu'ils le seront. En tout cas, je suis aussi totalement d'accord avec le De Zerbi que tu as mentionné. Je le mettrais juste entre le futur et les stars. Il est déjà bien coté. Mais sinon, dans le futur, je mets les deux Xavi et Xabi Alonso. Peut-être qu'on aura 2 entraîneurs du Classico en 2030, Xavi d'un côté, Xabi Alonso de l'autre. Et Edin Terzic, dont j'ai parlé rapidement, qui a que 40 ans. Thiago Motta, qui en a que 40 aussi. Oui, Thiago Motta, c'est vrai. Il fait des choses intéressantes à Bologne. Il est de très très bonne école, le Barça. Peut-être que lui, il peut être enfin le coach que le PSG attend sur les années qui viennent, on verra. Vincent Kompany. Toi, t'en parles régulièrement. Burnley, c'est vrai. Tu es en train de faire une saison de malade à Burnley. Voilà, il va arriver en Première Ligue. Je pense que Kompany, lui, son idée, c'est remplacer Guardiola. Je pense que c'est le end goal pour lui. Et honnêtement, il pourrait, si là tu parlais du successeur de Guardiola, moi, quand Guardiola part de City, s'il part dans 3-4 ans, un truc comme ça, je ne serais pas du tout étonné qu'il soit remplacé par Vincent Kompany. Donc, moi, je le mettrais... Et ça donne à Kompany le temps d'aller en Europe. Moi, je te dis, Kompany, il arrive, première saison, il vise le maintien top 10. Deuxième saison, il vise l'Europe. Hein. Les gars, ils vont aller très, très vite à Burnley. Donc oui, c'est vrai, ça fait du sens. C'est dingue comme ça a changé Burnley, hein, aussi par rapport à une époque où c'était l'équipe Brexit, le Brexit FC, Sean Dyche. Là, ça bétonnait à fond, football hyper défensif. Et là, c'est devenu un des disciples du City de Guardiola. Incroyable. Ouais. Donc, le foot, et ça aussi, on va en parler. Et sinon, dans la catégorie le futur, je pense aussi à Will Steele, le coach de Reims, à 30 ans, en train de faire un truc de malade, et il parle anglais parfaitement. Je sais pas si tu as vu les vidéos où il switch là, du français à l'anglais mais j'ai vu son... Incroyable. J'ai vu son... D'ailleurs, je conseille aux gens de le voir, son Tactical Masterclass Reims-Paris Saint-Germain, le 0-0. Ah, sur Coach's Voice. Oui, là où il est tranquille, il vient, il explique ses affaires et tout, et tu vois que non, je te dis, c'est pas... Voilà, ça c'est un gars, tu l'écoutes, tu sais que c'est pas un tocard. En plein entraînement à Reims, il change du français à l'anglais, parce qu'il a pas mal de Balogun déjà, tu vois, genre qui parle anglais, Junya Ito qui parle pas français, etc. Et avec un pur accent, tu vois, genre vraiment authentique, un peu à working class anglais, genre vraiment incroyable comme gars, et ce qu'il est en train de montrer là en Ligue 1, honnêtement, on a quelques bons entraîneurs en Ligue 1. Francaise, qui va peut-être être élu entraîneur de la saison cette année, etc. Mais lui, il est up there. Et en plus, il a la compétence, l'avantage que les autres clubs, que les autres entraîneurs français n'ont pas pour la plupart, c'est le fait de parler la langue de Shakespeare. Lui, c'est le cas. Et du coup, effectivement, ça peut lui ouvrir pas mal de portes. Donc lui, voilà, catégorie le futur. Et enfin, la dernière catégorie, c'est le futur, c'est les gars qui sont encore des joueurs aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que dans 7 ans, on aura plein d'entraîneurs qui n'ont pas encore entraîné un seul match professionnel pour l'instant, qui sont encore des joueurs aujourd'hui en train de finir leur carrière. Récemment, on a parlé ensemble de Gundogan, de Kevin De Bruyne, mais peut-être Busquets aussi. Genre Gundo, il aura 40 ans en 2030, De Bruyne 39, Busquets 42, Ronaldo, Messi peut-être. Je ne sais pas si je les vois trop entraîneurs, eux. Non, oublie ça. Non. Non, l'autre, il est dans le business, tu vois. L'autre, il a des hôtels, il a trop de choses à gérer, tu vois. Lui déjà, il peut pas. L'autre tonton, on sait très bien que dès qu'il a fini le football, il va faire barbecue chorizo avec Arturo Vidal et puis tous les copains à lui laissent tomber. Alors là, ça c'est deux gosses. Ils ont juré, ils vont plus jamais retoucher. Ça, c'est ton prono 2030 que tu places avec certitude.
Messi il revient coach, mais c'est pour flopper comme Maradona, il va nous fatiguer. Il va nous fatiguer, franchement. Il va venir là-bas, il va nous fatiguer. Non, pardon. Cristiano aussi, pardon. Les deux là, c'est des cas, moi je pense, à part. Après, tout est possible dans la vie, mais ça m'étonnerait, tu vois. Par rapport à la jeunesse, peut-être un dernier point là-dessus, ma question c'était aussi, est-ce que le Ballon d'Or 2030, ce sera un gars qu'on connaît aujourd'hui ou un gars qu'on connaît pas encore du tout? Parce que juste pour resituer un petit peu le truc, le Ballon d'Or 2023 là, s'il est effectivement donné à Léo Messi, Léo Messi, pas de souci, on le connaissait bien en 2016, ok. S'il est donné à, je sais pas, Kevin De Bruyne par exemple, Kevin De Bruyne on le connaissait bien en 2016 aussi, il venait de signer le transfert, un gros transfert, 60 millions pour aller à Man City, etc. Mais par exemple, s'il est donné à Erling Haaland, le Ballon d'Or 2023, Haaland en 2015-2016, il jouait avec la réserve de Brineux et il était plutôt concentré sur son enregistrement de Kigojo avec les Flow Kings là. Gutta kan dere slutte å prate så mye, da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise, jeg syns det er mye viktigere gutter. Jeg er lyng og alle vet det. Jeg er han så du kan se på TV, så til og med bra ut når jeg spiser. Jeg syns det er mye riktigere. Kygo-jo! Donc bon, question épineuse. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais Haaland, déjà, Haaland, il danse comme un robot, ouais. Depuis qu'il est né, il danse comme un robot. C'est incroyable. Non, mais ouais, effectivement, c'est une très très bonne question en fait. Ballon d'Or 2030. Et ça faisait partie. Donc, du coup, tu me poses cette question-là, je vais rajouter ma question et je vais essayer de répondre. Moi, ma question, c'était de savoir est-ce que Kylian Mbappé va gagner le Ballon d'Or avant 2030? Et est-ce qu'il va le gagner d'ici 2030 avant Haaland et Vinicius? Okay. Et donc du coup, si je combine les deux questions, moi j'ai envie de te dire que normalement, d'après mes prévisions, d'ici 2030, en fait, le Ballon d'Or 2030 devrait être normalement un joueur que je pense qu'on ne connaît pas encore. Okay. Parce que 2030 étant trop loin, Haaland ayant 22 ans, il a 29 ans en 2030. Le football évolue, je dis bien encore une fois, d'une certaine manière que Karim Benzema, ça a été l'aboutissement d'une carrière avec une top performance, il n'y a rien à dire. Modric, ça a été l'aboutissement d'une carrière dans un moment où Ronaldo et Messi, hop, là, c'était un peu compliqué. On a mis notre Luka Modric, il est venu gagner son Ballon d'Or. Si je regarde un peu cette évolution-là, j'ai envie de dire que je pense que dans les prochaines années, on va aller vers des Ballons d'Or beaucoup plus jeunes. Je pense que ces jeunes-là auront faim. Donc moi, je vois déjà d'ici 2, 3, 4 ans, les choses changer. Donc 7 ans, ça me donne encore, tu vois, ça double mon temps. Pour moi, déjà d'ici 4 ans, normalement, un de mes 3 là doit gagner un Ballon d'Or. Que ce soit Mbappé, Vinicius ou bien, comment il s'appelle, Erling Haaland. Maintenant, ça dépend de l'évolution de la carrière, ça dépend de ce qui se passe. Mbappé, l'année prochaine, il a l'Euro. Si Mbappé, l'année prochaine, il réussit peut-être à ne pas faire une grosse saison avec le Paris Saint-Germain encore parce que c'est le bordel, sa dernière saison de contrat et tout, mais il va à l'Euro, il a faim, il tape tout le monde à l'Euro et tout. Je ne sais pas dans les votes, ça compte pour quelle année? Parce que maintenant, ils ont changé les affaires aussi. Si, ça compterait. Ça compterait. Peut-être que dans la mémoire des gens, ça va rester très, très frais. Mbappé qui remporte son premier Euro, meilleur joueur du tournoi. Bref, pour moi, ces boys-là, c'est dans 3-4 ans qu'ils doivent gérer leur affaire parce que sinon, là, il y a un autre petit qui va arriver. Et les petits, ils arrivent à une vitesse extraordinaire, franchement. On les voit là aujourd'hui. Lamine Yamal par-ci, Garnacho par-là, je sais pas. Il y en a même Bellingham, il a quoi, 19 ou 20 ans, Pedri, mais tu penses que moi, mes boys là, les Bukayo Saka, tout ça, on sait jamais. Sur un malentendu, l'Angleterre gagne enfin un trophée. Bukayo Saka, il fait la compétition de sa vie. On sait jamais. Moi, je dis aujourd'hui, je pense que c'est une génération qui devient de plus en plus saturée. De plus en plus saturée. Et la prochaine génération arrive déjà, en fait. Donc, pour moi, en 2030, on a un nouveau Ballon d'Or qu'on ne connaît pas encore, qui est encore à l'état embryonnaire, disons. Ouais, je suis d'accord, c'est aussi ce que je m'étais dit. Et pourtant, c'est vrai, tu as totalement raison, je trouve que tu as bien souligné à quel point ça a changé. Pourtant, quand on regarde tous les derniers Ballons d'Or, c'est plutôt des vieux gars. Ouais, tu as parlé de Benzema, Messi, Ronaldo, Modric, ça fait longtemps, mine de rien, qu'on n'a pas eu un Ballon d'Or jeune. Et pourtant, c'est peut-être plutôt la direction qu'on prend là sur les prochaines années. Et en 2030, Mbappé, il aurait 32 ans, Haaland, il en aurait 30, Vinicius 30,
même Bellingham, Pedri, 27 chacun. Après, pour les milieux de terrain, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on ne sait pas, we never know. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Je vois moins de gars capables de pouvoir vraiment tenir et dominer sur le long terme. Pour moi, ce qu'ils ont fait, Messi et Ronaldo, c'est eux qui ont faussé les caps. Parce que Schneider doit peut-être gagner un ballon d'or, Ribéry doit gagner un ballon d'or. En fait, tu regardes en fait tous les gars qui ont fini 2e, 3e sur le podium, ils n'ont pas démérité en fait. C'est juste que les 2 autres étaient trop forts. Donc tu regardes, tu te dis, tous ces gars-là auraient dû gagner des ballons d'or à 25 ans, 26 ans en fait, tu vois. Mais il y en a eu 2 qui ont tout rasé, donc ça on n'y peut rien. Et c'est pour ça, moi je pense que maintenant ça va changer en fait. On aura moins cette domination-là parce qu'il faut vraiment nous convaincre. Il faut vraiment nous convaincre nous-mêmes en fait. Tu vois, aujourd'hui même tu mets une saison de 50 buts, on commence à faire pourquoi t'as pas fait 60? C'est ça. C'est fou en fait. Ok, pas mal. Donc c'est ça. Vas-y. J'en ai une, celle-là elle est assez épicée aussi, je pense qu'elle va te plaire. En 2030, combien de Ligue des Champions est-ce que le Paris Saint-Germain aura gagné? En 2030, ils auront 0. Non, c'est même pas beau. Bon, je m'excuse. Moi, je m'en fous des fans du PSG, mais je m'excuse auprès de mon tonton. Franchement, le grand fan du PSG, il me fatigue, lui. Mais non, 0, franchement. Déjà, là, l'année prochaine, Mbappé, on ne sait pas ce qui va se passer. Messi, il va partir. Verratti, machin, je sais pas. Il y a tout un changement qui va se faire. Kylian, il va se retrouver seul. Donc, soit c'est l'année extraordinaire, exceptionnelle, c'est-à-dire que tu as peut-être un grand coach qui arrive, qui réussit à faire le truc, qui gagne sur une saison, ok, peut-être. Mais bon, c'est tellement dur parce que nous tous, on sait que tout le monde va se rebattre l'année prochaine. Et l'autre chose, c'est de voir sur les prochaines années. Dès que tu perds ton Kylian, qui va sûrement partir, parce qu'il doit partir à un moment donné pour évoluer dans sa carrière, qui va prendre le flambeau au Paris Saint-Germain. C'est pas facile, quoi, franchement. Gagner la Ligue des Champions, c'est vraiment pas simple. Et je vous dis que tout le monde veut la gagner. Parce que d'ici 2030, est-ce que Arsenal va la gagner? Tout le monde veut la gagner, sûr. Quoi, tu vois. Et je me vois pas, moi, Arsenal moins fort que le PSG l'année prochaine. Franchement, c'est vrai que donc c'est pour dire. Il reste quoi? Il reste 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Ouais, cette année. C'est pas beaucoup, ouais, t'as raison. La concurrence est rude. Écoute, moi, sur ce truc. Ouais, vas-y. Le Real va enchaîner en fait. Tu vas voir Vinicius, Rodrigo. Oui, c'est vrai qu'il y en a déjà 4 pour le Real sur les 7. Donc, ah, c'est clair. Bon, écoute, et City, on n'a toujours pas gagné. Donc ouais, ça va être costaud. Moi, ce que je me dis avec le Paris Saint-Germain, c'est que d'un côté, je vois un problème structurel avec le fait que le PSG évolue en Ligue 1. On a beau invoquer plein d'argumentaires et ils sont vrais, c'est pas la seule raison pour laquelle le Paris Saint-Germain ne gagne pas la Ligue des Champions, mais je trouve qu'en général c'est trop dur de miser sur les clubs français parce que de fait 7 ans plus tôt, on était exactement à la même place où on est aujourd'hui. Ça se trouve, on a régressé. On était 5e championnat majeur. On l'est encore, mais la marge, elle s'est vachement réduite par rapport au 6e derrière. Et en vrai, on était meilleur en compétition européenne sur 2015, 2016, 2016, 2017, etc. que là, actuellement, sur la saison 2022-2023. Donc, je pense que c'est important pour le succès européen d'avoir ce championnat. Pour l'instant, les Qataris n'ont pas montré de top qualité de management. Je crois que c'est un euphémisme de le dire. Donc, il n'y a rien qui nous rassure aussi par rapport à l'avenir. La comparaison, par exemple, avec le City Group et avec la gestion des Emiratis à City, c'est le jour et la nuit là-dessus. Donc, c'est vrai, pas trop rassurant pour le futur. En même temps, j'ai aussi la sensation que sur les années qui viennent, le projet, il va changer vraiment. Genre là, Messi va partir. On parle aussi de Neymar, que ça essaye de pousser vers la sortie. Je pense que le PSG va prendre une nouvelle direction, peut-être sans Nasser aussi. Peut-être que ça va recomposer totalement l'état-major. Peut-être qu'il va y avoir de gros changements structurels par rapport à ça. Et s'il y a changement, je suis un peu plus optimiste parce que le PSG, sportivement, ils ont quasiment rien réussi d'important depuis le rachat. Gagner la Ligue 1, c'est pas vraiment un achievement quand tu es sponsoré par un État, donc ça, comme on le sait. Ils n'ont pas acquis grand-chose sportivement. Par contre, ce qu'ils ont bâti commercialement comme club, ça veut dire qu'ils vont rester très attractifs pour des investisseurs. Finalement, le PSG, c'est devenu un blue chip du football, malgré le fait que sportivement, ils soient encore loin de la Ligue des Champions. Et même malgré tout ça, même malgré cette période très compliquée, ils ont quand même fait une finale. Un peu, une période Covid, etc. Mais ils ont quand même fait une finale et ils étaient à un but de peut-être battre le Bayern et d'aller prendre cette Ligue des Champions, un face-à-face de Mbappé contre Neuer. Donc même avec ça, ils n'étaient pas si loin. Voilà. Une Ligue des Champions ou l'équivalent, parce que déjà, il y a une autre question, c'est est-ce que la Ligue des Champions existera toujours en 2030, ça on verra. Ouais, mais moi, je vais être un petit peu plus optimiste, mais je crois que je le dois aussi à ma communauté, et je vais dire une Ligue des Champions pour le PSG d'ici 2030, ou l'équivalent, une C1, quoi. Mais ça va forcément passer par de gros changements structurels et un changement de stratégie sportive.
Ah, ça risque d'être très très compliqué. Franchement, moi, je vais être honnête avec toi, quoi. Tu vois, moi, je sais que toi, tu te dois d'être optimiste et tout. Je comprends. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui sont fans du PSG. Mais d'un côté, moi, j'ai envie de leur dire aussi, voilà, de ne pas faire la politique de l'autruche, de ne pas essayer de se mettre sa tête dans le sable, de ne pas regarder la vérité en face parce que c'est le futur, moi, qui me stresse, tu vois. Quand tu vois, tu m'as dit effectivement, tu as dit un truc très pertinent. Il y a 7 ans, on était où? On était là, on se disait il y a 7 ans, est-ce qu'ils vont gagner une Ligue des Champions? Ils n'ont rien gagné. Ils ont fait une finale. Tu regardes une finale année de Covid, où c'était un tour pour tous les matchs. Je peux être méchant en fait, tu vois, alors que j'ai pas envie d'être méchant parce que la vérité c'est que j'ai envie que les gars ils ouvrent leurs yeux et qu'ils regardent réellement en se disant mais attends, il y a un souci parce que pourquoi? Dans le futur le projet il va changer, d'accord, mais le projet il va changer, il va vraiment falloir qu'il change parce qu'aujourd'hui tu as perdu tellement de jeunes. Il y a 7 ans, tu avais plein de jeunes qui aujourd'hui sont en train de percer à travers l'Europe. Tous des boys du Paris Saint-Germain. Tous des boys possibles que le PSG aurait dû prendre. Il y en a même un, il a marqué un but contre toi en finale de Ligue des Champions. En fait, c'est même un paradoxe, en fait, tu vois. On te parle de Christopher Nkunku, peut-être qu'il aurait dû revenir et tout. Aujourd'hui, il est parti à Chelsea pour un montant extraordinaire. Le meilleur gardien du monde, il aurait dû, et voilà, il est formé au PSG. Voilà. C'est pour te dire quoi, en fait. Il y a tellement de boys talentueux aujourd'hui. Bon, d'accord, là, il y a Zahir Emery, etc. On en voit quelques-uns à gauche et à droite. On va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, tu as raté ton train. Tu avais vraiment tout le potentiel possible d'être un grand club. Un peu de patience, un peu de calme, et ils auraient réussi. Ils ont été beaucoup trop pressés à chaque fois. Donc aujourd'hui, celui qui va devoir reconstruire, est-ce que 7 ans, c'est suffisant pour lui? À mon humble avis, je ne pense pas. Donc on va voir. Après, j'espère me tromper. Comme je dis pour mon tonton, s'il gagne une Ligue des Champions ici, je suis foutu. On va voir ce que ça va donner, mais bonne chance à eux, franchement. Willou, moi j'ai envie de te poser cette question-là. Ça va être, en fait, il m'en reste, tu vois, il m'en reste 3. On va y aller rapidement. Le legacy de Neymar en 2030, c'est quoi? Le gâchis. C'est pas à la hauteur du potentiel. Normalement, il est à la retraite là. 2030, je pense que c'est fini. Ouais, c'est sûr. Et je me fais du souci, même pour lui et pour sa santé mentale, parce que je le vois pas vraiment capable de rebondir dans un poste dans le foot. Je suis pas certain qu'il soit hyper bien entouré. Le management de sa vie, ça m'a l'air d'être un peu compliqué parfois. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas pu donner la pleine mesure de son talent, de son immense talent sur le terrain. Donc ouais, je m'inquiète un peu pour lui. Pour le coup, je vois une fin d'histoire assez triste, parce que je vois déjà un homme assez triste aujourd'hui. Et moi, Neymar, c'est tellement un joueur extraordinaire à son prime, mais c'était vraiment... et le potentiel qu'il avait, c'est tellement un délire, honnêtement. C'est une honte, c'est tellement dommage qu'il n'ait pas eu ces ballons d'or, un succès immense avec le Brésil, parce que du coup, il va finir là, vraisemblablement, avec 0 titre majeur avec le Brésil, à part les Jeux Olympiques, mais voilà, pas de Copa América, parce qu'il n'était pas là quand ils l'ont gagné, pas de Coupe du Monde, parce que Bruno Petkovic, Croatie, il y a quelques mois. Donc non, juste triste. Malheureusement, je sens une triste fin pour Neymar. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, absolument rien à dire d'autre. Moi, comme j'ai dit à chaque fois, je pense que moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que souvent, c'est très souvent négligé. Et Neymar, ça se voit qu'il ne va pas bien, en fait. C'est vrai, parce que comme j'ai dit, ça se voit, mais bon, nous on n'est pas dans sa famille, donc moi, je ne peux pas parler, tu vois. Mais moi, Ney, je l'aurais pris comme ça, je l'aurais pris par le col, je lui ai dit, hey, viens ici. Dis, boy, ne te fous pas de nous. Boy, on sait que ça ne va pas. Il faut nous dire, tu as besoin de quoi? Si tu dois arrêter maintenant, arrête. Franchement, quoi, arrête. Parce qu'il y a un embourbement, il y a quelque chose qui se passe, il y a une pression extérieure et tout. En plus, là, sa femme est enceinte, tu vas encore être parent, tu as toute une... Je sais pas, tu as de l'affection à aller chercher, de l'amour. Je pense que c'est important aujourd'hui. On parle du joueur de football. Souvent, on critique les gars, tocards, par-ci, par-là. C'est que du second degré. C'est pour rigoler. Le plus important, c'est qu'ils soient en bonne santé, physique et mentale. Et mentalement, franchement, ça va pas. Et le physique aussi, ça ne suit pas. Parce que quand la tête ne va pas très bien, souvent, tu te blesses facilement. Tu as des... Bref, franchement, quiconque est un être humain normal doit comprendre que Neymar, je pense, c'est difficile. Donc, moi aussi, ça me fait de la peine. 2030, je pense qu'on va juste dire, ah, c'est dommage. Parce que pour moi, Neymar, c'était 2 minimum ballons d'or. Mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. J'en ai 2 autres. Les arbitres en conférence de presse, moi, je veux qu'ils viennent parler là. 2030, je veux que le gars, il vienne, il s'assoit. On lui pose des questions. On lui dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Je veux comprendre. Dis-moi, en fait. Je veux comprendre. Même pour le divertissement. Je veux dire, le foot, c'est du show business. Et le spectacle, enfin, les journaux vont beaucoup mieux se vendre. Tu vois, ce sera, trop cool. Pour la presse, c'est du pain béni si ça se produit. J'aimerais bien ça. Franchement, on va voir. Et la dernière que j'avais, c'était, est-ce que tu penses que la Norvège... Ah, j'y pensais aussi,
va être championne d'Europe ou bien éventuellement va essayer d'aller faire au moins une finale de Coupe du Monde d'ici 2030. Et donc du coup, ça leur donne 2 options. Ça leur donne 7 €, l'Euro en 2028 et 2 Coupes du Monde aussi. 2 €, 2 Coupes du Monde pour Haaland et Odegaard, franchement. Bah écoute, j'aimerais bien parce que en plus, je sais pas, la Norvège, il y a un petit truc quoi. Ça fait un peu penser foot des années 90. Ouais, j'aimerais bien. Et Odegaard Haaland, c'est quand même un sacré combo, absolument magnifique. 2 des 3 meilleurs joueurs de la saison, je pense, en Première Ligue cette année. Donc ouais, j'espère. Après, on sait que le foot de sélection, comme toi t'en parles souvent, c'est aussi, c'est plus que ça, c'est la défense. Mais sur le talent individuel, ils ont 2 superstars et j'espère déjà qu'ils vont se qualifier pour le prochain Euro et qu'ils feront partie de ces équipes hyper kiffantes à suivre, parce que moi c'était une de mes déceptions qu'ils ne soient pas là à la dernière Coupe du Monde. Erling Haaland en train de faire ce début de saison fantastique à City, c'était dommage de ne pas le voir là à la Coupe du Monde. Après, ça lui a peut-être permis d'être aussi performant là sur cette fin de saison. Mais ouais, j'espère pour la Norvège. Toi, comment tu le sens ? Bah, en fait, si tu te projettes et que tu te dis qu'en 2016, il y a 7 ans quand même, tu as Gareth Bale, Aaron Ramsey, je te dis, une bande de bandits qui, out of nowhere, ils sont arrivés en... Tu sais, ils étaient pas loin, hein, si tu regardes bien. Tu te dis, avec un peu de chance, peut-être que face au Portugal et tout, il y avait peut-être moyen, tu vois, on sait jamais. Donc je me dis, quand je regarde ça, bon, on ne sait jamais au football ce qui peut arriver. Tu sais, ce qui est la beauté de ces compétitions à 24 là maintenant, c'est que ça te crée automatiquement, bizarrement, 2 tableaux. Toujours un tableau très compliqué et un tableau plus ou moins facile pour certaines équipes. Je me dis, on ne sait jamais, avec un peu de chance. Les Norvégiens peuvent être même des 7 € aussi sur un tableau assez intéressant. Et puis l'Euro, par rapport à la Coupe du Monde, où c'est la Coupe du Monde, c'est quoi ? C'est les 7 mêmes pays qui la gagnent depuis sa création. Pour le coup, l'Euro, on a eu des belles surprises. 92 le Danemark, 2004 la Grèce. Donc c'est une compétition qui est beaucoup plus ouverte. Certains disent difficile à gagner, mais le palmarès montre que c'est très ouvert et qu'on a parfois des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. Donc ouais, pas mal sur la Norvège. Moi, j'ai juste des petits trucs bonus comme ça. J'ai vraiment pas de réponse là-dessus, mais c'est des questions qui m'intéressent. Déjà, c'est est-ce qu'une règle majeure du foot va changer ? Parce que quand on rembobine, pareil, quand on remonte un petit peu le temps, il y a 7 ans, on n'avait pas d'arbitrage vidéo, mais on avait aussi 3 changements maximum. Sur les 6 mètres, le ballon, il devait forcément sortir de la surface de réparation et du coup, ça faisait beaucoup plus de jeux longs. On avait beaucoup moins de relances au sol et construites depuis l'arrière-base. L'engagement, c'était toujours... il devait forcément se faire vers l'avant et en 2 touches. Bon, ça, pour le coup, c'est un truc un petit peu mineur. Mais on avait aussi le gardien, il devait rester sur ça. Le gardien, il y avait moins cette règle de... Il doit avoir un pied sur la ligne de but au moment du penalty. Donc, il y a eu pas mal de petits ajustements quand même sur les dernières années. Et moi, il y a quand même une règle là, genre l'arbitrage vidéo, en 2016 ça n'existait pas encore, mais on en entendait parler, ça arrivait un petit peu. Là aujourd'hui il y a une règle dont on entend parler, je trouve un petit peu de la même manière, c'est la durée d'un match. Est-ce que la durée d'un match, ça va changer ? Et si je devais parier, je dirais plutôt non, mais pas avec 100% de certitude. Genre que le match soit un peu réduit, le temps effectif, le truc comme ça. On voit que le foot est très préoccupé par cette question de rester le divertissement numéro 1 de l'humanité, d'avoir toujours plus de spectateurs, de spectacles, d'enthousiasme, d'être ce business qui fonctionne très très bien. Et quand je regarde par exemple ce qui a été fait du côté du cricket pour devenir plus populaire, plus ouvert, je sais qu'ils ont vachement raccourci la durée de leur match en créant un nouveau format, ce qui est devenu presque un nouveau sport, je crois, le 20-20, où en gros c'est beaucoup plus réduit et un match maintenant prend plus des jours mais quelques heures comme un match des autres sports majeurs, et ça marche de ouf. Il y a genre une nouvelle Super League qui est en train de se créer autour de ce format, etc. Donc ouais, c'est peut-être un axe, alors que l'humanité perd de plus en plus de capacité d'attention sur le temps long. C'est peut-être un axe, le foot qui réduit son temps de jeu. Mais c'est incroyable ce que tu dis là, parce que c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense que dans toute chose, en fait, c'est vraiment notre attention span, notre capacité à garder la rétention de l'attention de quelqu'un est très limitée en fait aujourd'hui, tu vois. Moi je m'en rends compte même par rapport à ce qu'on fait. Comme je dis souvent, on est là, on fait des vidéos, mais derrière il y a tout un aspect un tout petit peu analytique, où des fois tu t'assois, tu réfléchis. Moi la dernière fois je m'en suis rendu compte, même toi, tu fais un débrief excellent à la fin du match, il dure 18-20 minutes, je fais à peu près la même chose, je pense, un peu moins, à peu près la même
chose, je coupe une petite séquence, je la mets sur TikTok, je vois les commentaires, c'est genre, on attendait la séquence. J'attendais, ça fait longtemps que j'attends. Les mêmes commentaires sur YouTube. J'ai dit, mais attends, non. le gars qui est sur YouTube qui attend, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le gars, il est là depuis longtemps. Il sait que Stan lui doit un débrief et tout. Mais l'autre qui attend la séquence de 1 minute, là, j'ai dit, donc toi, chaque semaine, tu attends une séquence de 1 minute. J'ai dit, attends. Donc ça veut dire que le temps de concentration de la personne, en fait, est très, très limité parce qu'elle n'est pas peut-être capable aujourd'hui. Et je peux comprendre, ça peut être des fois difficile. C'est pour ça que je dis un débrief, c'est tout un travail, c'est tout un art parce que la personne soit concentrée à t'écouter parler. Toi, tu es qui pour qu'on t'écoute parler pendant 20 minutes? Faut que tu sois pertinent, en fait, tu vois. Donc aujourd'hui, les gars peuvent plus. Ils vont t'écouter 1 minute, 2 minutes, rapidement, ils vont swipe. C'est Tinder, en fait. Donc la vérité, elle est là. C'est que moi, je suis d'accord avec toi. Un match de football, déjà, on en parle, c'est long. C'est vrai, 90 minutes, temps additionnel, machin, prolongation et tout. Est-ce que ça va diminuer d'ici 2030? Je pense pas. Personnellement. Moi, je ne pense pas qu'on va diminuer la durée des matchs de football, mais je pense qu'on va s'inspirer peut-être des sports US et je pense que c'est vice-versa. Tu parles tout à l'heure du cricket. Moi, j'ai lu, par exemple, qu'en NBA, la saison prochaine, il y a un changement. Ils vont essayer d'inclure comme des coupes. Comme les coupes. En fait, dès que Silver, il s'est assis là-bas à réfléchir, il s'est dit, attends, moi déjà, il faut que je rende mon truc plus intéressant. 82 matchs dans une saison régulière, etc. OK, on va faire le play-in à la fin. C'est cool. Il y en a qui ont adhéré, il y en a qui n'ont pas adhéré. Les Dallas Mavericks, ils se sont fâchés ici. Ils n'ont pas fait jouer leurs joueurs. Ils n'ont pas voulu, etc. Ils ont été sanctionnés. Ils n'ont pas adhéré. OK, d'accord. C'est peut-être pour cette année, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais bref. Tu regardes ça et tu te dis, ils vont aller vers un format de coupe aussi où ils s'inspirent des Européens. Parce qu'ils ont compris, en fait, que pourquoi nous, on a Ligue des Champions, championnat, Coupe d'Angleterre, FA Cup, machin, et tout le monde est chaud. À chaque fois, on est chaud, en fait. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que nous, on fait un seul championnat? Donc l'année prochaine, ils vont essayer d'inclure un mini-championnat en début de saison qui va permettre aux petites franchises qui ont des joueurs beaucoup plus jeunes, etc., d'avoir une expérience peut-être de play-off, de cette ambiance-là et tout. Donc tu pars vers cela. Moi, je pense que la seule chose qu'on pourrait prendre des autres, c'est les time-out. Parce que moi, je connais mon bandit Mikel Arteta cette saison, je l'ai vu. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Ramsdale, oui, c'est vrai. 15e minute, il fait semblant. 15e minute, Ramsdale, il a mal aux pieds, il a mal à l'orteil. Toujours, il y a le huddle de Arteta, les gars, venez, ça fait 15 minutes qu'on joue, là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas, là, il y a un problème. Pour moi, les coachs ont besoin de cela, en fait. Moi, mon père, à chaque fois, il me dit, mais pourquoi le coach ne peut pas parler aux gars? Comme au football américain, il me dit, mais ton De Bruyne là, pourquoi il n'a pas un écouteur? Comme ça, le coach, il lui parle. J'ai dit, bon, papa, c'est difficile parce qu'au football américain, le gars, il lui donne des instructions au début, c'est clair, il set de play. Après, le mec, il regarde la situation, il agit. Je lui dis, bon, Mourinho, tu donnes un micro, il va te crier dessus tout le match. Et puis, j'avoue, ça, ce serait un développement qui me rendrait grave triste parce que je trouve que la beauté du foot, c'est justement sa fluidité. Le fait que pendant 45 minutes, ça s'arrête pas. Et moi, j'aime bien les sports américains, j'aime bien le basket, mais je trouve ça très dur à regarder régulièrement parce qu'il y a trop de pubs, mec. Il y a genre 25, 35 pubs. Et ça, c'est les time-out. Genre la fin d'un 4e quart-temps là, pour jouer les 5 dernières minutes. C'est une souffrance à chaque fois. Tu vois 10 pubs. Et ça, c'est la beauté du foot. 45 minutes. Quasiment impossible à couper. Il y en a qui essayent de mettre genre des petits segments pub à côté, parfois sur certains ralentis, etc. Genre les championnats mexicains, etc. On en voit de plus en plus. Mais ouais, j'espère qu'on va garder la fluidité, quitte à ce qu'on réduise le temps de jeu, à minima la fluidité. Mais je pense que ces 90 minutes, ça va être difficile d'y toucher parce que c'est la règle depuis le début. Comme 11 contre 11, c'est la règle depuis le début, et maintenant le foot, ça fait 150 ans, donc ça devient de plus en plus difficile d'y toucher. Un truc que je trouverais pertinent, c'est les coach challenge. Ça, je trouve ça pertinent à NBA cette année, ces dernières années, excuse-moi. Et je me dis peut-être que rajouter un challenge par mi-temps, 2 challenges par mi-temps, où le coach peut venir et carrément challenger l'arbitre, en fait, et l'arbitre n'a qu'à venir devant le moniteur, et nous tous, on est présents, on est tous témoins. On est tous témoins, c'est carré, et on voit réellement ce qui se passe, et on essaie de challenger, je dis, sa décision. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça se fait dans les matchs de basket, c'est souvent unsuccessful. Des fois, ça marche. Donc, ça pourrait être pertinent. Ouais, en tennis aussi, les joueurs ont la prérogative de demander à ce qu'on check. C'est même une petite dimension tactique. Genre, est-ce que tu utilises ton challenge là en sachant que t'es pas très sûr, et après, si ça marche pas, t'en as plus, etc. Vu qu'on est déjà dans le monde de l'arbitrage vidéo, je suis pas foncièrement contre le fait de donner un petit peu plus de pouvoir aux acteurs principaux, plutôt que d'attendre qu'il y ait un mec dans un car là à l'autre bout du monde qui lui estime qu'il faille checker, alors que parfois on est là, bah non, en fait il y avait rien, ou alors mais c'est ouf qu'on n'ait même pas demandé à regarder, etc. Ouais, je serais pas contre ça. Peut-être les dernières questions rapides qui me restent, c'est est-ce que la manière dont on va jouer au foot
va changer. Ça, encore une fois, j'ai aucune réponse, mais quand tu regardes sur les dernières années, tactiquement, année après année, il semble y avoir pas grand-chose qui change. Et puis après, tu regardes un match d'il y a 10 ans et tu fais « Waouh, ça a tellement changé ». Genre, l'autre jour, je regardais la finale de Ligue des Champions d'il y a 15 ans, la 2006. Je prépare une petite vidéo là-dessus, justement, que tu connais bien. Waouh, ça a tellement changé le foot. Genre, on joue tellement différemment et c'était il y a que 15 ans. Donc, je sais pas, le rôle des latéraux, par exemple, il a beaucoup changé sur les dernières années. Est-ce que en 2030, on aura... Je vois que là, De Zerbi, tu vois, il y a... Même Guardiola s'en inspire pas mal sur les sorties de balles, en fixant encore plus, en construisant dans ta propre moitié pour ensuite aller lancer un attaquant rapide. Peut-être qu'on va aller de plus en plus vers du jeu direct, etc. Et la dernière question du coup qui me passionne, qui me fascine, c'est est-ce qu'on fera toujours des vidéos sur YouTube ? Est-ce qu'on sera toujours là ? Ah ouais, la question colle, je m'y attendais même pas. Alors là, ça, je m'y attendais pas. Ouh là là, c'est ouf. Alors, bon, moi j'ai ma réponse, mais la tienne m'intéresse beaucoup. 2030, 7 ans. Je sais pas, Willou. Tu sais, l'évolution, moi, comme je dis à chaque fois, je suis dans une constante réflexion de comment est-ce que le monde il va évoluer et comment est-ce que, Stan, tu peux t'adapter au monde et comment il va évoluer tout en gardant ton authenticité, ton style, etc., ta manière de faire, tu vois. Aujourd'hui, YouTube, je pense que le monde de la télévision évolue. Donc, les gens ont moins cette capacité-là à peut-être rester scotché devant une télévision pendant très, très longtemps à cause voilà, des téléphones et puis des tablettes et puis tout ça. Donc, je pense qu'on part vraiment sur des formats beaucoup plus concis, beaucoup plus petits. Je ne sais pas. J'ai aucune idée, en fait. J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire que dans 7 ans, je suis encore là, tranquille, posé et tout. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire peut-être que dans 7 ans, j'ai fini. Peut-être que dans 7 ans, c'est terminé. Peut-être que dans 7 ans, je suis un businessman. Peut-être que dans 7 ans, je fais autre chose. Peut-être que je suis Cristiano Ronaldo. Peut-être que moi, dans 7 ans, j'ai mes hôtels. Peut-être que dans... Je sais pas. Bon, moi, j'aime bien la bouffe. Peut-être que j'ai mes restos. Je sais pas. Moi, j'ai mes 3-4 restos Michelin à travers le monde. Non, je rigole, mais je sais pas. Mais je suis vraiment dans cette... Franchement, moi, je me projette toujours année après année. Déjà, l'année prochaine, je me dis, OK, l'année prochaine, Stan, t'es là. T'as 1 euro. T'as une Coupe d'Afrique, d'ailleurs, qui est très importante. T'as 1 euro. T'as une Copa América. C'est une grosse saison. L'année d'après, c'est une année avant Coupe du Monde en Amérique du Nord. Donc, pour moi aussi, c'est très important. 2026 sera une année de Coupe du Monde en Amérique du Nord. Je me dis, OK, normalement, je suis là encore. Je suis performant et tout. On va voir et je l'espère. 2030, etc. Et comme j'ai dit aussi, bon, une chose que j'ai jamais cachée aussi, c'est que moi, j'imagine, comme nous tous, je vise éventuellement le 1 million d'abonnés. Quand je regarde mes projections, je me dis que je pense d'ici 4 ans, ça devrait se faire. Donc, tu te dis, bon, pour moi, il n'y a pas de raison de partir. Je pense que je suis encore là pour 4-5 ans. Mais 7 ans, je sais pas. 7 ans, c'est peut-être le 2 ans de plus là qui me bug. Je sais pas. On va voir. On va voir ce que le bon Dieu a pour moi en truc. Et ouais, on va voir. 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est long. Ouais, c'est long. 7 ans, c'est un peu le mi-parcours pour nous. Bah, justement, toi, tu t'es lancé en 2016. Donc, si dans 7 ans, on est encore là, ça voudra dire que cette vidéo, c'était exactement le point de mi-parcours jusque-là. C'est fou, hein. C'est ça qui est exceptionnel, en fait. C'est de te dire, ouais. Donc, ça fera 14 ans. Waouh. Ouais, 14 ans, c'est des carrières. Ouais. Non, c'est clair. Écoute, moi j'ai envie de répondre oui sans trop me poser de questions parce que j'aime trop YouTube. J'aime trop la flexibilité que ça offre. Je crois que ça marche bien quand même, malgré le fait qu'il y ait des formats courts qui existent, qui prennent de la popularité. Moi, j'ai aussi entendu le fait que le médium qui marche le mieux, le device qui marche le mieux, qui est en plus forte croissance sur YouTube, c'est la télé. Les gens regardent de plus en plus YouTube sur leur Smart TV, tu sais, avec l'application, etc. Donc ça veut dire qu'ils sont dans une posture de temps long. Enfin, je connais personne, ou alors ces gens-là ils sont fous, des gens qui regardent que des shorts, genre sur ta télé, t'imagines, genre tu fais que t'enchaîner des... Non, tu as parfaitement raison. C'est vrai, mais même moi, je suis comme ça. Moi, je consomme beaucoup. Pareil. C'est vrai que c'est vrai que finalement, tu payes pour la télé, mais juste parce qu'il y a certains matchs et certains droits qui se passent à la télé. En fait, c'est vrai que j'ai un abonnement télé, mais la réalité, c'est si je faisais pas ce que je fais, j'aurais pas d'abonnement télé. J'en ai pas besoin. Écoute, c'est vrai. Donc moi je vois ça et je vois aussi un monde dans... Moi j'ai déjà réfléchi à peut-être arrêter de parler de foot, etc. Et en fait la réflexion à laquelle je reviens tout de suite, c'est ouais, mais si j'arrête de parler de foot, je vais toujours regarder les matchs en fait. Genre je vais jamais dans ma vie m'arrêter de regarder les matchs. Donc il y aura le match de Ligue des Champions, je vais le regarder. Et une fois que je l'aurai regardé, bah, j'aurai trop envie d'en parler en fait. Donc il n'y a aucun monde dans lequel j'arrête, je crois, de réagir à ce qui s'est passé sur la planète foot. Donc a priori ça veut dire continuer à avoir une chaîne YouTube. Et on espère pour le plus longtemps possible.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, écoute, c'est ce qu'on va souhaiter, hein. Et effectivement, c'est un point tellement pertinent. Dans tous les cas, tu vas regarder les matchs. Dans tous les cas, ils vont t'énerver ou ils vont te faire plaisir. Et dans tous les cas, tu vas en discuter avec quelqu'un. Donc, tant qu'à y être, en fait, si ça fait 7 ans que tu le fais et que les gens y kiffent et ils trouvent ça pertinent, moi, j'ai envie de dire, ouais, il n'y a pas de raison d'arrêter ce plaisir-là. Donc, ouais, bah, écoute, rendez-vous dans 7 ans. On se donne ici tranquille, rendez-vous. En plus, 2030, ça va être une Coupe du Monde intéressante. Les Coupes du Monde à 3 pays, machin, tout ça. De ouf, de ouf. Ça va être une grosse année. Donc, ouais. Rendez-vous dans 7 ans, qui sait. Écoute, en 2030, on espère qu'on sera encore là et peut-être qu'on pourra réagir à cette vidéo. Peut-être on fera une longue vidéo où on posera celle-ci à côté. Trop drôle. Et écoute, we'll see. Shout out au nous dans 7 ans. Si vous regardez ce petit segment-là, j'espère que tout va bien dans votre vie. Non, exactement, Stan. Franchement, Stan, gère-toi. Hein. J'espère que tu n'as pas été un tocard. C'est sûr que tu as été un tocard, mais après, on peut être de bons tocards, en fait. C'est ça, exactement. De bons tocos. Exactement. Ok. Oui. Bon, un dernier mot? Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Franchement, là, vraiment, on est parti en mode délire. Hein. Là, c'est vraiment 2030. Là, je ne sais même pas ce qui va se passer. Mais non, moi, je pense qu'on a tout fait. La place aux commentaires, I guess. Ouais. Vous, dites-nous ce que vous en pensez. 2030. J'avais juste peut-être rapidement, est-ce qu'un Africain gagnera une Coupe du Monde d'ici 2030? Ouais. J'y ai pensé rapidement et je me suis dit non. Moi aussi. Je me suis dit non. Je me suis dit, je pense que chez nous, ça marche beaucoup par vague. En fait, et ça prend souvent beaucoup de temps, malheureusement. Donc, je ne sais pas est-ce que le temps va se réduire, mais je trouve que 7 ans, c'est encore très, très court pour que j'ai... Il en reste que 2, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va aller très vite. Peut-être 2030 même. Peut-être si ça se joue en Afrique, un tout petit peu, Maroc, etc. Peut-être 2030 même. Mais sinon, je vois ça encore dans quelques années avec une autre génération et tout. Donc, pas. Écoute, we'll be there. Rendez-vous dans 7 ans. Et ouais, je crois qu'on a passé un bon moment parce que c'est officiellement la vidéo la plus longue de l'histoire de la chaîne. Donc les amis, on espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Dites-nous tout, faites-nous part de vos impressions en commentaire. Là, je pensais à plein de questions en faisant cette vidéo, mais j'étais là presque frustré de toutes les autres questions auxquelles je suis pas en train de penser et qui sont encore plus intéressantes. Donc posez-les-vous en commentaire, répondez-y. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. Et on se dit à bientôt, plus tôt que dans 7 ans. On se dit à très bientôt. Bisous.